Cette soirée donc inaugurale de ce nouveau cycle qu'on a appelé Images Cité et qui consiste à explorer l'architecture par le truchement de dialogue avec la photographie et la vidéo, commence donc par cette projection qui repose sur une sélection qui a été effectuée par Patrick Tosani à partir d'un dispositif et d'une mise en espace conçue par Pierre Giner, qui est parmi nous, mise en son par un duo électropop qui s'appelle Zombie Zombie. Je vais dire vraiment 3 mots de chacun de ces protagonistes. Donc Patrick Tosani, qui n'a pas pu être là ce soir malheureusement, est architecte de formation. Il a développé à partir des années 70 un travail photographique où il explore les rapports d'échelle à travers un certain nombre de séries sur le vêtement, sur le corps, sur l'objet. Il est présent dans de nombreuses collections publiques et privées, françaises et étrangères. Il a donné des expositions, où il a eu des expositions en France et à l'étranger, à Paris évidemment, mais aussi à Grenoble, rencontre de la photo d'Arles, et à l'étranger, à Londres ou à Chicago. Et il est lauréat d'un certain nombre de récompenses, le prix Niepce par exemple, et il est professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts depuis 10 ans maintenant. Pierre Giner, qui est parmi nous, est un plasticien qui a fait du territoire, de la vidéo, des nouvelles technologies, des applications pour iPhone, pour mobile, enfin de tout cet univers qui nous est, à moi en tout cas, peut-être moins à vous, pas forcément familier, son territoire de travail et d'expression. Il a lui aussi fait un certain nombre d'expositions depuis longtemps maintenant. Je lui rappelais tout à l'heure que la première fois qu'on s'était vu, c'était pour une exposition au Centre d'art contemporain de Tours en 1998, voilà, qui nous rajeunit. Ça s'appelait Bruit secret. Depuis, il a poursuivi sa carrière. Il a conçu ce dispositif qui est un imaginarium qu'on peut voir dans le Nord et qui est un espace de dialogue entre les technologies et les problématiques contemporaines et la science. Il fait partie des artistes qui ont été invités à la dernière Biennale d'art de Shanghai en 2012 et il a produit pour l'occasion un imaginarium mobile qui depuis circule en Asie. Quant au duo d'électropop Zombie Zombie, j'ai lu que vous étiez devenu un trio depuis, mais ce soir, vous n'êtes que 2. Il y a donc un synthé et un batteur, voilà. Cosmic Neyman, comme ça qu'on vous appelle, et Étienne Jomet. Voilà. Ils se sont rencontrés dans un cycle, je crois, de projection de films de Dario Argento ou de John Carpenter. Bon, cet hommage à ces films cultes de genre, on en voit évidemment la trace dans leur nom. Il y a une autre dimension qui est peut-être moins mise en avant, mais qui me semble tout à fait intéressante, c'est que dans leur utilisation de l'électronique, ils se réfèrent souvent aux dispositifs classiques de l'électronique, et en tout cas, ils font partie des rares duos de cette génération à utiliser le thérémine, qui est cet instrument étrange qui avait été inventé au moment de la Révolution russe par Léon Thérémine, qui lui a laissé son nom, et que Lénine ensuite a promu dans toute la Russie de l'époque. Voilà, ils font beaucoup de concerts. Ils ont une tournée prévue les mois prochains, je crois, au printemps prochain aux États-Unis, et ils sont en pleine gloire puisque Lady Gaga a samplé l'un de leurs titres. Voilà. À vous de jouer. Moi, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne projection.
Je suis une irrémissible brute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps ne soit plus le temps. Ni le ciel, ni l'enfer, s'ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu'ils m'ont imposée. Peut-être pour que je les serve, qui sait. En tout cas, pour m'en déchirer. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai, si je le dois. Voilà longtemps que j'ai senti le vide, mais que j'ai refusé de me jeter dans le vide. J'ai été lâche, comme tout ce que je vois. Quand j'ai cru que je refusais ce monde, je sais maintenant que je refusais le vide, car je sais que ce monde n'est pas, et je sais comment il n'est pas. Ce dont j'ai souffert jusqu'ici, c'est d'avoir refusé le vide qui était déjà en moi. Je sais qu'on a voulu m'éclairer par le vide et que j'ai refusé de me laisser éclairer. Si l'on a fait de moi un bûcher, c'était pour me guérir d'être au monde. Et le monde m'a tout enlevé. J'ai lutté pour essayer d'exister, pour essayer de consentir fort à tout dans la délirante illusion d'être au monde.
On n'a pas toujours des oiseaux au bout des toits, ni des vers débordants d'années à venir. On n'a pas toujours l'amour comme un sel tiède sous nos peaux de cristaux élancés. On n'a pas toujours le ciel, ni les couleurs amères des petits matins découverts.
On n'a pas forcément la campagne ou la compagne, ni le fin fond des mers, là où s'engloutissent les bagues que nous avions volées un jour à l'écume des nuages de nos 20 ans. On n'a pas toujours ce qu'on appelle le talent ou l'or des pauvres, ni le vin tiré aux fontaines du désert. A-t-on seulement les désirs éternels et glisser sous les glaces comme une mince pellicule de suie blanche? On n'a pas toujours les cheveux près du feu. Et non plus près de nous, des couteaux de frappe excitants.
pachyderme. T'es trop petit.
Blessed be he in the city. Blessed be he who dwells in the shadow. Blessed be he. Blessed be he. Blessed be you, Naomi, in tears. Blessed be you, Naomi, in tears. Blessed, blessed, blessed in sickness. Blessed be you, Naomi, in hospitals. Blessed be you, Naomi, in solitude. Blessed be your triumph. Blessed be your bars. Blessed be your last year's loneliness. Blessed be your failure. Blessed be your stroke. Blessed be the close of your eye. Blessed be the gaunt of your cheek. Blessed be your withered thighs. Blessed be thee, Naomi, in death. Blessed be death. Blessed be death. Blessed be he who leads all sorrow to heaven. Blessed be he in the end. Blessed be he who builds heaven in darkness. Blessed, blessed, blessed is he. Blessed be he. Blessed be death on us all. Only to have not forgotten the beginning in which she drank cheap sodas in the morgues of Newark. Only to have seen her weeping on gray tables in long wards of her universe. Only to have known the weird ideas of Hitler at the door, the wires in her head, the 3 big sticks rammed down her back, the voices in the ceiling shrieking out her ugly early days for 30 years. Only to have seen the time jumps, memory lapse, the crash of the wars. Bien, je vais vraiment vous remercier, Pierre Giner et les Zombies. Je veux aussi remercier Annabella Oliveira du CNAP qui a piloté la projection, ainsi que Stéphane Huret qui a préparé le DJ set. Ce n'est pas un exercice habituel pour nous. Et bien sûr, Aude Maté qui a organisé toute cette soirée. Je vais maintenant présenter, mais là je prends mes fiches, les 3 intervenants pour le débat que je vais inviter peut-être à monter sur scène. Voilà que nous sommes très très heureux d'accueillir. Pascal
Pascal Cassagno, qui est docteur en histoire de l'art et critique d'art, responsable des fonds audiovisuels et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques. Elle collabore depuis des années à Artpress. Elle est l'auteur de nombreux textes sur des artistes, parmi lesquels Chris Burden, James Coleman, John Baldessari, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foster, Mathieu Lorette, entre autres. Ses recherches portent sur les nouvelles pratiques cinématographiques dans leur dialogue croisé avec la création contemporaine. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont Future Amnésia, Enquête sur un troisième cinéma aux éditions ISM, un essai qui propose une cartographie des nouvelles formes filmiques entre fiction et documentaire. Un pays supplémentaire aux éditions de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui porte sur la place de la création contemporaine dans l'architecture des médias, ou encore Intempestif, indépendant, fragile, Marguerite Duras et le cinéma d'art contemporain aux presses du réel. Michel Poivert, qui va modérer ce débat, est docteur en histoire de l'art contemporain, professeur à l'université Paris 1 et directeur de l'école doctorale d'histoire de l'art de cette même université Paris 1. Il a été président de la Société française de photographie, il est directeur de la rédaction de la revue Études photographiques, il est l'auteur de nombreux ouvrages, La photographie contemporaine chez Flammarion, ouvrage de référence, L'image au service de la Révolution, photographie sur réalisme politique aux éditions Le Point du Jour, L'art de la photographie des origines à nos jours chez Citadel et Masno, ou encore Patrick Tosani, les corps photographiques chez Flammarion. Il a été commissaire de nombreuses expositions, comme le Salon de photographie, le picturalisme en Europe et aux États-Unis au musée Rodin, l'Utopie photographique 150 ans de la Société française de photographie à la Maison européenne de la photographie à Paris, la région humaine au musée d'art contemporain de Lyon, l'événement des images comme acteurs de l'histoire au Jeu de Paume, ou encore Nadar, la norme et le caprice au château de Tours. Dominique Lyon est architecte des PLG. Il a créé son agence avec Pierre Dubessé à Paris en 1988. Après ses premiers projets comme la Maison de la Villette ou le siège du journal Le Monde à Paris, c'est à travers une série de médiathèques qu'il se fait connaître, à Orléans, à Lisieux ou encore à Troyes, ce dernier projet lui ayant valu le prix de l'Équerre d'argent du Moniteur. Outre de nombreuses bibliothèques et médiathèques, il a conçu des immeubles de bureaux, des logements, des équipements industriels, des aménagements intérieurs, ainsi que des projets de scénographie. Il fait partie des nominés du prix de l'Équerre d'argent 2013, qui sera remis ici même la semaine prochaine, pour son projet de pôle culturel à Lons-le-Saunier. Le Centre d'architecture Arc en Rêve de Bordeaux lui a consacré une exposition en 2010. Dominique Lyon est un architecte qui construit, mais qui écrit aussi. Son livre « Construction », publié aux éditions X en 2010, propose une réflexion théorique sur l'état de l'architecture d'aujourd'hui. Je signale également son très intéressant article sur le projet de Sana pour le Louvre-Lens dans le dernier numéro de la revue Critica, paru avant que ce projet n'obtienne le prix de l'Équerre d'argent en 2013. Enfin, Dominique est un fin connaisseur de l'art contemporain qu'il collectionne et qu'il sait regarder avec subtilité. C'est une raison supplémentaire à notre plaisir de l'accueillir ce soir. Voilà, messieurs et madame, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Guy, pour l'initiative de cette soirée. Merci à Aude pour nous avoir concocté, comme elle en a l'habitude ici, une réunion qui, j'espère, sera stimulante. En tout cas, je voudrais dire à quel point la projection, on ne sait pas trop d'ailleurs comment appeler ce moment musical et visuel était stimulant en soi. Et j'avais eu l'occasion de consulter sur un mode moins dynamique, mais enfin, en tout cas dans la logique qui a présidé à la réalisation de cette application nombreuses fois cette collection. Et là, de re-regarder à nouveau, de faire à nouveau une expérience en grand écran, accompagné, j'allais dire réfléchi par le travail musical. Une idée m'est venue, enfin pas une idée, une remarque toute simple. Je me disais que finalement, je ne suis pas sûr qu'il y a quelques années, on aurait pu regarder les choses de cette manière-là, regarder une collection, enfin pas simplement sur l'aspect technique, mais capable de la recevoir. Et je me disais que finalement, l'exercice du regard là, qui est proposé correspond tout à fait à la manière dont le moteur de recherche s'est imposé pour nous, comme une manière de consulter
je dis les images, un mot sur lequel on reviendra peut-être, mais enfin les représentations au sens très très large du terme. Et probablement que même physiologiquement, on n'était pas préparé il y a quelques années à recevoir quelque chose qui est, vous l'avez vu, rythmé à la fois par des phénomènes de balayage, d'affichage, d'appel d'images, de scansion, de disruption, qui pour moi ne relève pas, mais ça va discuter, hein, pour moi ça ne relève pas du montage, c'est autre chose. Un moteur de recherche, pour moi, c'est encore un autre paradigme. C'est pas du montage, c'est pas du film, c'est quelque chose. Je sais que Pascal va certainement nous parler de ce qui a motivé tout ce projet avec Patrick Tosani et Pierre Giner, mais je sais qu'il y a une grande mode, il y a presque un fétichisme intellectuel autour de la notion d'Atlas depuis quelques années, mais pour moi, le moteur de recherche, c'est autre chose que l'Atlas, c'est encore autre chose. Hein, c'est encore autre chose, il n'y a pas de valeur d'usage, il y a à la fois une valeur d'usage, on s'en sert, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est réfléchi par celui qui prescrit. Hein, c'est quelque chose qui vous invite à devenir presque programmateur de votre propre regard. Alors, je voulais simplement témoigner par quelques remarques de cette expérience, hein, une forme d'expérience qui, encore une fois, me semble extrêmement quotidienne. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que j'ai pas eu l'impression de regarder quelque chose d'exotique, de fondamentalement différent de notre manière de travailler ou de se faire plaisir, même avec les images. Alors peut-être avant de venir un petit peu sur la génétique de tout ce travail, j'avais envie tout simplement de demander peut-être à Dominique Léon, lui, son impression, ses impressions par rapport à ce moment là qu'on vient de passer et cette manière de regarder des images, mais on reviendra peut-être sur cette question d'image. Je vais réclamer un peu de temps pour voir comment un peu le débat s'engage. Parce que, comment dire, moi je ne suis pas habitué justement à recevoir, je me sers de moteurs de recherche comme tout le monde depuis qu'ils sont apparus. Je pense que la musique, j'ai bien apprécié la musique, je connais ce type de musique, mais j'ai l'impression que les mélanges de musique, les superpositions de musique sont quelque chose qui fonctionne mieux que la succession des images, petites, grandes, le défilement, l'apparition, etc. Ça vient peut-être du fondu que la musique permet, enfin les images aussi peuvent être en fondu, mais quelque chose qui me fait un peu mal dans la succession des images. Alors, je comprends qu'il y a ce problème, il y a un fond. Nous sommes des sociétés qui collectionnent, il y a des sociétés qui ne collectionnent pas, c'est aussi tout à fait surprenant. Nous sommes une société qui collectionne beaucoup, qui crée des fonds. Comme l'a rappelé gentiment Guy Anselem, je construis une bibliothèque où il y a des fonds. On collectionne tout. Bibliothèque d'Orléans, on collectionne une bibliothèque de dépôt, on collectionne toutes les productions des imprimeurs du département en 3 exemplaires. Bon, bref, que ce soit la fichette pour la soirée mousse ou l'affiche pour un débat de ce soir. Donc c'est quelque chose de très particulier comme idée, comme souci que nous avons de tout vouloir comme ça collectionner. Donc à partir du moment où on collectionne, il faut bien regarder, référencer, et c'est beaucoup plus simple de référencer des livres, me semble-t-il, que de référencer des images. Les images, elles ont, le titre ne dit rien, on peut les référencer par époque, photographie, thème, mais c'est pas très très précis. Donc je comprends que se pose la question d'un moteur de recherche, de comment puiser dans ces fonds qui deviennent inépuisables. Alors, bon... Ensuite, moi j'aurais tendance à croire que tout l'effort qu'on doit faire actuellement, c'est plutôt vers la concentration que vers la diffraction. Mais ça, c'est peut-être une autre forme de débat. Je rêve d'un monde où les images seraient plus... Enfin, je rêve. Je m'interroge sur des mondes où les images seraient beaucoup plus rares. Voilà. Mais c'est une autre forme de réflexion. Ça va pas forcément très très loin, je vous l'accorde. En tout cas, c'est un vrai contre-pied avec ce qu'on vient de vivre, hein, parce que là, on n'était pas dans la rareté. Pascal Cassagno, alors comment l'initiative vous revient d'avoir demandé à des artistes de regarder, de faire quelque chose avec une collection, pas n'importe laquelle, parce que c'est la collection de la collectivité nationale dans le domaine de la photographie de création aujourd'hui, et notamment... vous qui êtes entouré d'artistes dans les commissions, qui aident aussi à comprendre ce qu'il faut préconisé en termes d'achat, comment on va au-delà de ce qui est être une exposition classique, voilà, qu'est-ce qui a motivé le fait de faire autre chose que bon?
Les chefs-d'œuvre d'eux. Oui, alors oui, j'aimerais revenir peut-être sur la généalogie du projet parce que ce projet, enfin ce qu'on a vu ce soir, c'est l'aboutissement de tout un processus à la fois sémantique, artistique, esthétique, etc. Et je crois qu'il faut que je le redéplie à nouveau, peut-être pour mieux revenir à cet objet qui n'est pas simplement qu'un défilement d'images. Donc effectivement, l'État collectionne beaucoup d'œuvres, et en particulier des photographies, et en l'occurrence le Fonds national d'art contemporain, donc, qui relève du ministère de la Culture, a collectionné à ce jour 12 000 photographies. Ces photographies, elles sont plus ou moins enregistrées, enfin en tout cas où elles sont dormantes, où elles circulent dans la collection, mais elles n'avaient pas à ce jour, en tout cas, été beaucoup vues, en tout cas, ou qu'un tout petit fond. Et l'idée a été à la fois de réfléchir à comment peut-être les montrer, enfin les faire sortir, les montrer, et d'autre part aussi d'en confier le soin à un photographe, un artiste, et voilà, en le laissant totalement libre de faire d'abord cette promenade dans les collections et ensuite peut-être voilà, d'en concevoir un projet. Donc la particularité a été que Patrick Tosani, sur lequel le choix s'est porté, a d'abord été, enfin il en connaissait une partie de ce fonds-là, mais en tout cas, dans un premier temps, il a commencé par découvrir le fonds, non pas à travers les œuvres elles-mêmes, mais à travers la base de données. C'est-à-dire à travers déjà une architecture voilà, visuelle et sémantique qui est une succession de fiches avec une petite iconographie et une notice. Donc il a à peu près passé 2 ans à visiter le soir chez lui sur son ordinateur ce fonds. Après quoi il a édité pour lui un certain nombre d'œuvres, il en a retenu un certain nombre, donc à peu près 600, enfin 1000, enfin au départ c'était 1000. 1000 sur les 12 000. Et à partir de là, lorsqu'on a reprécisé l'invitation, la commande à faire un travail avec cette promenade, donc il a décidé d'en retenir 1000. Et à partir de ce moment-là aussi est venu se greffer le projet d'une exposition, ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, voilà, il s'est promené dans la collection. Donc ensuite, on a décidé d'en montrer 600 parce que déjà 1000 c'était trop. Et parallèlement à ça, il a décidé justement de ne pas se dire quels sont les chefs-d'œuvre, etc., mais au contraire d'adopter une règle assez oulipienne de classer par ordre alphabétique toutes les œuvres. Donc déjà, il y avait un premier travail, un premier arbitraire qui était l'ordre alphabétique, et d'autre part, ensuite, il a conçu donc avec Pierre Giner à Marseille, à la Friche Belle de Mai, un travail d'exposition à partir de planches de montage, parce que par ailleurs, il se posait la question du montage. Et donc, l'exposition a consisté à montrer des plages de montages, toujours en respectant l'ordre alphabétique, néanmoins dans l'espace, sur des plans inclinés ou des simèses de 4 mètres sur 5, etc. Et parallèlement à ça aussi, un livre en est né, un livre qui n'est pas un catalogue, mais qui a continué un peu la réflexion de ces plages ou de ces planches, de ces montages par ordre alphabétique. Ensuite, et parallèlement à ça, il y a eu une deuxième invitation faite à Pierre Giner, et dont on voit le travail aujourd'hui ici, qui a été de se dire qu'à partir de ce travail de choix, de sélection et de montage, donc de montage au sens très très cinématographique et très classique du terme, comment faire en sorte que, à travers un travail d'application numérique, donc là on est passé dans un autre espace, faire un travail qui viendrait rendre compte de cette reproduction de la reproduction dans un autre espace-temps qui est celui que, par exemple, qu'on a découvert aujourd'hui, où là étaient proposés d'autres types de montages plus aléatoires, mais en restant quand même toujours, enfin en donnant à voir quand même assez près le projet de manière assez proche, le projet de Patrick Tosani, c'est-à-dire de montrer toujours quand même des ensembles d'images. Alors après, on pourra se demander si on est encore dans le montage ou si on n'est pas passé ailleurs, ça c'est une autre question, mais on est toujours quand même dans ce travail. Et là aujourd'hui, en outre, avec le son, la diffusion entre guillemets de cette application a été aléatoire également. Bon, parce que la question de l'aléatoire aussi a été introduite dans le programme. Donc on peut dire, pour revenir au projet des images comme des oiseaux, dont un peu l'argument s'appuyait sur les textes de Karl Sirek, qui a beaucoup écrit sur cette question
on pourrait dire d'après la photographie, puisque je crois que c'est un peu contenu dans vos remarques, c'est-à-dire, au fond, tout ce travail et ce travail en process nous amène finalement à nous réinterroger aujourd'hui sur le rapport entre la photographie et l'image, donc il y a un inframince. Alors ça, c'est une question un peu ancienne, je veux dire, ça fait quand même au moins 2 décennies que cette question est tout à fait posée. D'ailleurs, le livre de Karl Sirek en témoignait, mais aussi les écrits de Benjamin, de manière plus ancienne, et encore plus anciennement à Bill Warburg. Et donc, je vais aussi peut-être en passer par quelques lignes de Malraux sur le musée imaginaire, mais néanmoins, on pourrait dire à l'autre bout de la boucle qu'aujourd'hui, dans les années 13-14 du XXIe siècle, un tel projet qui est à la fois comment montrer, faire découvrir des images et des collections de photographies, comment aussi mettre en valeur le regard d'un photographe qui lui-même, avec sa subjectivité, en a conçu cette sorte de boîte à outils par montage, et puis après, comment aussi un autre artiste, tel Pierre Giner, est venu surajouter encore d'autres problématiques sur comment regarder et comment aussi voir autrement cette collection, avec tout le travail aussi de la programmation numérique. Donc, comment peut-être revenir à la photographie. Enfin, en tout cas, voilà, redonner à percevoir aussi cet infime écart différentiel qui continue et qui nourrit la réflexion entre... Y a-t-il d'ailleurs une différence entre l'image et la photographie? Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir redévelopper. Mais juste par plaisir, j'ai un peu repris le musée imaginaire. Et il se trouve que je crois que dans l'introduction de Malraux, donc un texte de 47, il dit déjà des choses assez passionnantes et je vais les relire. Il dit, au fond, jusqu'au XIXe siècle, toutes les œuvres d'art ont été l'image de quelque chose qui existait ou qui n'existait pas avant d'être des œuvres d'art. Aux yeux du peintre seul, la peinture était peinture, encore était-elle souvent aussi poésie. Et le musée supprime de presque tous les portraits, presque tous leurs modèles, et en même temps qu'il arrache leur fonction aux œuvres d'art, il ne connaît plus ni palladium, ni saint, ni Christ, ni objet de vénération, de ressemblance, d'imagination, de décor, de possession. Mais des images des choses, différentes des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d'être. Il est donc une confrontation de métamorphose. Et puis alors la chute finale de l'introduction qui, je crois, va nous ramener un peu au débat d'aujourd'hui. Il dit donc, car un musée imaginaire s'est ouvert, qui va pousser à l'extrême l'incomplète confrontation imposée par les vrais musées. Répondant à l'appel de ceux-ci, les arts plastiques ont inventé leur imprimerie. Et c'est cette fin de phrase qui a retenu évidemment mon attention. D'ailleurs, je ne l'avais pas relu avant l'exposition. Répondant à l'appel de ceux-ci, les arts plastiques ont inventé leur imprimerie. Donc on peut dire aussi que d'une certaine manière, l'application des images comme les oiseaux qu'a conçu Pierre Giner à partir et à propos du projet de Patrick Tosani est aussi l'invention d'une certaine imprimerie. Et puis également, quelques réflexions aussi, puisque Malraux disait que le musée imaginaire était un lieu mental, ou en tout cas c'était une question plus qu'une affirmation. C'est vrai que des auteurs divers, comme ici Jean-Claude Chirolet, qui a écrit sur cet essai tout à fait magnifique, Les Mémoires de l'art, remettant en perspective Benjamin et Malraux aussi, mais également quelqu'un comme Philippe Dubois, qui est plutôt un historien du cinéma, a attiré notre attention sur le fait que peut-être le cinéma aujourd'hui était une des dernières technologies, puisque son essai auquel je me réfère dans les années 2000 s'appelait Cinéma et autres et dernières technologies. Et peut-être qu'aujourd'hui on pourrait dire photographie et la dernière technologie, une des dernières technologies à laquelle on revient grâce à l'image. Bon, voilà, c'est peut-être un peu... Oui, merci d'abord sur les... Mais c'est l'enjeu, en tout cas esthétique, qui, je crois, vient se cacher peut-être, ou en tout cas est derrière le projet qu'on a conçu avec Patrick Tosani et surtout Pierre Giner. Oui, merci. Je pense qu'il y a à la fois les éléments d'éclairage et puis surtout, on voit bien que une proposition comme celle-ci soulève des questions, et c'est sous son mérite, sur effectivement... D'une manière très, très concrète, voilà une collection, puisque ce n'est pas un fonds, mais une collection, dont l'identité est vraiment l'acquisition d'œuvres d'art, pour
réalisée par des artistes la plupart du temps, et à laquelle on pose la question de son statut d'image. Et ça, je crois que c'est très important, parce que dans quel sens vont les choses? Vous rappeliez effectivement le discours de Malraux, très proche en cela, à la même époque de celui de Benjamin. Quand Benjamin arrive à Paris et qu'il apprend que Malraux travaille sur ça, il lui écrit immédiatement en disant « Je crois qu'on a des choses à se dire ». Malraux dit « Mon vieux, hein, laissez-moi travailler tranquille ». Ce qu'il était déjà arrivé avec Brecht, d'ailleurs. Pas tellement de chance, Benjamin. Mais cette question de l'image, telle qu'elle est citée ici, ça ramène toujours à l'idée de la valeur d'usage. C'est-à-dire qu'avant d'être une œuvre, ça sert à montrer quelque chose. Il me semble que dans l'histoire d'une collection comme la nôtre, puisque c'est la nôtre, à aucun moment l'image est pensée par celui qui l'a fait, l'artiste, et par ceux qui la collectionnent, l'État, comme les images de quelque chose. Mais elles le sont quand même, mais elles n'ont pas de valeur d'usage au départ. Et c'est vrai que l'histoire qui s'est dégagée dans le XXe siècle, qui a été de dire on quitte la valeur d'usage pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'esthétique pure, je me demande là si on n'est pas tout simplement en train de la renverser. Et c'est ça qui serait assez étonnant. Pour vous, Dominique, l'image et l'œuvre, quand c'est de la photographie, comment ça se joue? En tant que spectateur ou même en tant qu'amateur de photographie éventuellement contemporaine? Je vais sans doute vous décevoir. D'abord, il y a une certaine méfiance. Oui. Il y a des images, la prolifération des images. Il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la photographie. Je ne dis pas que la photographie n'est pas un art, je ne dis pas que la photographie ne doit pas être collectionnée. Je dis simplement qu'il y a une forme de... C'est très personnel, je ne suis peut-être pas capable de le théoriser, mais une forme de réticence. Donc c'est pour ça que moi, les accumulations, c'est toujours quelque chose qui me trouble. Et j'ai envie, dans ce cas-là, de renvoyer vers le photographe. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Évidemment, c'est un choix. Et le choix porte sur une collection, il ne peut pas être cohérent. Il y a une certaine incohérence de ce choix. Je trouve ça... Personne ne s'est essayé de remettre ça en perspective, même s'il y a des séries sur le corps, sur la photographie documentaire, sur la ville, sur... Bon. Mais c'est très difficile dans un choix de 600. Il y en a 600, j'avais compris 200, mais il y a 600, ce serait difficile de faire un choix. Donc, si, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont antagonistes, et si on se place du point de vue du regardeur, on peut aussi se placer du point de vue du photographe. Je pense qu'il y a des photographes qui disent des choses très différentes et qui ont des approches esthétiques de la photographie très opposées. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est-à-dire on nous force à regarder une collection. Est-ce que la collection, c'est une forme de non-choix, ou est-ce que c'est une forme, ou est-ce qu'on demande au regardeur d'avoir une réaction? Est-ce qu'on peut encore faire un choix quand on a toutes ces images qui sont balancées devant nous? Moi, il y a des images que j'avais envie de regarder, j'avais envie qu'on s'arrête dessus par curiosité, ou par affinité toute simple. Et ces affinités, il ne faut peut-être pas les cultiver quand on est face à quelque chose qui vous déroute. Mais il y a certaines choses sur lesquelles j'aurais voulu m'arrêter. Je comprends bien l'idée du hasard. L'idée du hasard, très bien, en art, c'est un concept qui a beaucoup été développé. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des antagonismes? Est-ce qu'une collection, c'est un grand tout où toutes les luttes esthétiques, les luttes sur l'utilisation de la photographie sont abolies? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Si la photographie intéresse, si j'ai parlé de la méfiance au début, je pense que la photographie, très directement, c'est quelque chose qui se rapproche de vous de manière très directe, parce que c'est la photographie. On peut faire la photographie. Moi, je ne peux pas peindre, je ne prétends pas dessinateur, encore moins musicien, etc., etc. Mais la photographie, à la limite, c'est ce qui éduque l'œil de manière la plus directe. Quand vous parliez de technique, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire là-dessus. Mais il y a un rapport très direct et très proche à la photographie, et on a envie de s'engager. C'est quelque chose qui nous parle très directement, la photographie. Et j'ai l'impression qu'il y a la banalisation des images amoindrit cette distance. Elle la gomme. Donc, encore une fois, je suis gêné par la prolifération. J'essaie de balayer des choses sans beaucoup de cohérence. Mais ce qu'on recherche peut-être dans un spectacle comme ça,
C'est un moment de grâce. Quel est le moment où on rentre dans la photographie, où la photographie vous marque? Bon, c'est pas très théorique. Et je pense que ce moment échappe parce qu'il y a encore une fois cette prolifération qui est liée à l'idée de collection. Si les musées, vous citiez Malraux, mais quand même dans Malraux, il y a... Moi aussi, c'est un peu vieux pour moi comme référence, mais il y a dans Malraux des rapprochements qui sont faits tout au long de son ouvrage. Il fait des rapprochements entre les cultures, entre les formes, entre la représentation de visage, de la représentation de divinité. Donc, et puis, c'est un choix qui est un choix très aristocratique, c'est celui de Malraux. On connaissait moins ses œuvres à l'époque, on connaissait moins... Il a inventé un type d'ouvrage qui est non spécialisé, puisqu'il faisait cette espèce de sampling. Donc, voilà, où est le proche? Alors, il y a la présence de Tossani, oui, c'est un peu gênant pour moi de dire ça, parce que c'est Tossani qui a choisi. Encore une fois, moi je m'intéresse, j'ai du mal à rentrer dans le projet, à y trouver à me sentir concerné par le projet. Je ne vois pas ni questionnement qui pourrait me troubler. Je vois beaucoup de photos qui, individuellement, pourraient m'intéresser, même me toucher, mais en collection, c'est un peu la négation du rapport individuel qu'on peut avoir entre une photo ou même un livre. Quand on parle de moteur de recherche, je me souviens, pendant ma jeunesse, j'ai feuilleté on feuilletait tous le Larousse illustré, par exemple. C'est un moteur de recherche. Bon, on feuilletait ça, on s'arrêtait, il y avait quelque chose. Bon. Alors bon, la musique, les images vont bien ensemble, je suis d'accord, l'idée du spectacle, c'est un spectacle. Il y a quelque chose qui me manque, je suis désolé d'être aussi réticent et renfermé. Non, mais au contraire, ça produit de la dialectique, c'est très bien. Mais pour aller dans le sens de vos remarques, je vois un tout petit peu l'historien de ces 25 dernières années. Moi, ce que je trouve très symptomatique dans cette proposition, c'est qu'on voit à quel point, par rapport à la photographie contemporaine, hein, on est passé dans la pensée esthétique du tableau à l'atlas. C'est-à-dire qu'on a eu quand même la consécration de la photographie comme art est passée par la fine art photography, comme on disait aux États-Unis, c'est-à-dire l'image encadrée, très bien tirée, montrée au mur avec des dégagements, pour justement qu'il n'y ait pas trop de rapprochements à faire, qu'on soit concentré. C'est toute la vision moderniste qu'a cultivé le Musée d'art moderne de New York pendant 40 ans. Et puis, on a eu cette forme qui a été défendue très largement et théorisée par Jean-François Chevrier sur l'idée du tableau, qui était très très puissante dans les années 80. Et puis, il y a eu une sorte de propositions et de contre-propositions très diverses, l'arrivée du film, l'installation, etc., dans les années 90, aussi avec un souci plus politique dans le rapport à l'image. Et puis, de plus en plus, dans la pratique des artistes qui utilisent la photographie, des mélanges de techniques, des rapports au mouvement aussi, ou à la théâtralité dans un autre genre. Et en tout cas, on le voit dans les expositions, on le voit dans les livres, on le voit dans les travaux des artistes les plus jeunes, très très rarement une image au mur toute seule. Et dans un autre genre, quand on va voir le nouvel accrochage de Beaubourg, c'est ce qui choque tout de suite le plus. C'est qu'on a l'impression que le public d'aujourd'hui n'est plus appelé, ou on ne lui recommande plus de regarder une seule image, mais tout de suite beaucoup d'images ensemble. Alors, est-ce que c'est un symptôme sociologique et une question presque de moteur oculaire, si je puis dire, est-ce qu'on travaille autrement? Mais la vraie question, moi je trouve dans la remarque de Dominique Lion, c'est le moment de grâce, c'est-à-dire comment la délectation qui a formé le goût moderne... Non, alors pardon, alors, le moment de grâce, c'était pas le moment de plaisir? Alors pardon. J'ai fait une association un peu idiote sur une photo. Vous passez du point de vue du musée. La photo est rentrée dans les musées, les artistes se sont emparés de la photo depuis très longtemps, mais notre rapport à l'image, elle ne vient pas uniquement... Dans la presse, tous les jours, il y a des images. La publicité fait des images. La mode produit des images, c'est absolument formidable. Beaucoup de photographes ont fait de la mode
et des photos qui vont dans les musées, ou en tout cas dans les galeries. Donc, la photo est ce qui sort le plus facilement du musée, finalement. Donc, moi, j'attends pas la photo bien encadrée sur le mur dans le musée. Et à la limite, ça me gênerait aussi beaucoup. Et je trouve ça, ce rapport au tableau est un rapport qui a été travaillé par certains artistes, mais qui n'est pas bon. Donc, l'idée de la répétition me va très bien. Mais est-ce que l'idée de la répétition va est-ce qu'elle tient pas mieux dans un livre, par exemple, dans un petit livre? Je pense aux grandes séries des parkings de Los Angeles ou je pense que la vraie forme de ces œuvres sont peut-être un petit bouquin, choses rares qu'on découvre, etc. Les voir dans les musées m'a toujours gêné, moi. Peut-être parce que c'était des postures, un regard qui était immédiat, qui n'avait pas vocation à être dans les musées. Alors c'est vrai que maintenant, toute la production artistique va dans les musées, d'une manière ou d'une autre, ou dans les galeries, ou rentre dans un circuit de l'art. Mais voilà, comment est-ce que je regarde les photos de Valérie Jouve sur Marseille, enfin toutes ces photos, il y a cette espèce de lyrisme très fort et ces fonds très secs, très froids, très désincarnés finalement. Bon, il y a une certaine violence chez elle et dans sa photographie. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une artiste, elle travaille de son art, mais au bout d'un certain temps, le musée, l'institution crée des distances qui sont plus importantes que celles que note Malraux dans le musée imaginaire. Même si lui a appris des choses pour les sortir de leur contexte, il y a une... Il part des cartes postales, enfin de la reproduction, c'est ça le musée imaginaire, hein, c'est-à-dire effectivement, et puis lui-même dans le réel il a déplacé des objets, mais enfin sa réflexion porte comme Benjamin sur la reproductibilité. Oui. Donc il dit grâce à la reproduction de l'œuvre d'art, le travail des métamorphoses peut voilà, s'accomplir. Mais il le met en perspective par un texte, par tout un propos qui est bon. Voilà, il y a et puis. Je ne pense pas que l'époque, celle de Malraux, ait intégré la violence telle que, ou la neutralité ou la vulgarité. Et de toute façon, il n'y a rien de vulgaire chez Malraux, c'est toujours à un niveau très... d'absolu. Temporel. Voilà. Oui, dans la transcendance, ça c'est sûr. Oui. Dans beaucoup de photos qu'on voit maintenant, il y a un rappel au réel. Et finalement, ce qui a inventé la modernité, puisqu'on a le mot a été, c'est la vulgarité. C'est l'intégration de la vulgarité, de la violence, du sexe, de tout ce qui était transcendé justement par la peinture. Tout ce qui était tout le sujet de la sculpture et de la peinture, mais avec une transformation de tout ça. La photo a permis de faire les choses les plus brutes qui soient. Par exemple, les corps abîmés, on a photographié les corps abîmés, on ne montrait pas de corps abîmés. Ou alors, c'était un propos pour dénoncer la violence de la guerre, la violence de la prostitution, la violence des hommes sur les femmes, j'en sais rien. Je pense à... Enfin, il y a beaucoup de gens. Bon. La photo montre ça brutalement. Je parle à Gross, avec Klimt, et des gens comme ça ont montré la violence des corps. Mais même Courbet a montré ça. Et là, pour moi, c'est trop direct pour moi. Moi, j'ai un micro, alors je voudrais juste parler. Excusez-moi, j'en profite. Virginia. Parce que j'aime bien votre thèse de l'invention de la vulgarité par la modernité. En fait, le problème, là, ce qu'on voyait, c'est pas un spectacle. C'est ce qu'il y a écrit. C'est une projection accompagnée d'un digiset. C'est juste une sorte d'architecture très ouverte, de superposition de deux temps. Celui de regarder les images choisies par quelqu'un et de circuler dans son choix, mais de façon aléatoire. Effectivement, c'est juste une circulation. C'est se poser la question de si Patrick, au début, il a choisi 1200 images, là, il y en a 1200, on en a montré 650 parce qu'il n'y avait pas assez d'espace, a mis autant de temps à choisir un ensemble, c'est qu'il ne voulait pas faire un choix de chef-d'œuvre, justement, de choisir des objets, mais fabriquer plutôt une sorte de chemin ou d'espace du regard, une société des images, sans doute. D'ailleurs, des images, ça c'est intéressant, c'est-à-dire on parle de photographie, mais là c'est évident qu'on est dans les images. Et peut-être que la photographie invente les images, justement.
et pas la peinture photographique en se fixant. Il y a un truc très particulier dans l'objet d'art photographique, c'est d'être unique alors qu'en fait c'est un multiple ou c'est un diffusable, disons. Là on est dans une situation de diffusion, il y a désormais des arts de diffusion, comment les choses se propagent, alors c'est pour ça sans doute. On est sans doute dans des nouveaux espaces qui sont des espaces de propagation. Nous-mêmes, on se déplace beaucoup plus qu'avant. Voilà. Nous-mêmes, on est traversés par des images, des informations, des langues. Voilà, il y a une sorte de traversée et de parcours du monde qui est quand même... qui s'est développé. Enfin, il y a une expansion de nous traversant le monde et le monde nous traversant, ça c'est sûr, une accélération. Pour moi, il y a un film que j'aime beaucoup, enfin une interview de Fritz Lang par Godard, que je trouve très belle, où justement Fritz Lang dit que ces films ne sont plus regardables parce qu'ils sont trop lents. C'est évident qu'on est rentré dans une accélération. Ça ne veut pas dire que cette accélération annule la décélération. C'est juste un entraînement de l'humain, ou une sorte de sensibilité, ou plutôt il s'est peut-être aguerri à la vitesse du monde, à l'augmentation de la vitesse du monde, ou entraîné, aguerri, je sais pas, entraîné. Alors, ce qu'on regardait tout à l'heure, moi je pense que c'est juste, c'est pas un objet final, c'est un objet potentiel. Et aussi dans nos sociétés, il y a une chose moi que je trouve belle et assez nouvelle, c'est de pouvoir voir du travail, ou voir des objets potentiels. C'est-à-dire en l'occurrence, l'espace de ces images, ou leur temps, dans lequel vient s'inscrire l'espace d'une création musicale. C'est ça à quoi on a insisté. Moi, je trouve qu'une institution sache produire ces moments, ça aussi c'est assez remarquable, c'est-à-dire que c'est des moments de potentialité et non pas des moments d'objets, c'est-à-dire pas des moments d'objets finis, mais d'objets temporaires, potentiels. Alors, c'est ce qu'amène le numérique. Bon, moi, ça n'est pas une notion qui m'intéresse, mais il s'avère qu'il y a quand même des apports. L'idée de la générativité. Et finalement, on est dans un espace de ce que l'époque, la rencontre des artistes, le fait que les artistes finalement ne fassent que choisir, comme ce qu'a fait Patrick, et de voir ce que produirait son choix, et son choix lui-même relu par quelqu'un d'autre. Il y a, si on est à la Cité de l'Archi, on est peut-être dans les nouvelles architectures qui seraient des architectures de l'espace, des images, de la culture, à la fois des espaces sans murs, enfin voilà, duquel nous participerions, et des espaces de layers, de calques superposés, qui ferait qu'effectivement l'humain s'est surdéveloppé à une plus grande compétence du temps, de l'espace, de la culture. Parce que moi je ne pense pas qu'il y ait moins, qu'il y ait une perte. Parce qu'il n'y a pas la disparition de la possibilité du temps de ne regarder qu'une seule chose. Et il y a juste la possibilité de justement traverser les choses, ou être traversé, et revenir soi-même sur ne regarder qu'une seule chose, et voir comment regarde l'autre. Ça, c'est quand même, je crois, dans les nouvelles possibilités qui nous sont offertes, ou c'est même les nouvelles sensibilités, un intérêt à faire. Je crois que désormais, effectivement, nous vivons dans le moteur de recherche et nous sommes nous-mêmes des moteurs de recherche, un truc comme ça. Et du coup, nous avons une sorte de rapport à l'image que nous cherchons, à l'image que nous souhaitons, à l'image que nous retenons et que nous irons chercher, et aussi à toutes les images qui nous traversent. Et effectivement, il y a une nouvelle position moi, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'elle n'est pas nouvelle, elle était là. De toute façon, il n'y a pas vraiment du nouveau. Il y a du latent et le fait de pouvoir le développer plus ou moins, mais effectivement, il y a le fait d'être au milieu des choses et de pouvoir en partie piloter la vitesse de circulation dans les choses. C'est évident que c'est un effet d'accélération, mais de maîtrise de cette accélération et d'essayer de voir ce que produiraient ces potentiels. C'est tout. Excusez-moi. Juste, moi, je suis tout à fait... ces discours me conviennent tout à fait, moi, ça me va tout à fait. Mais je vais donner un exemple. Dans les photos que vous avez montrées, il y en a une qui m'a beaucoup frappé, c'est des Bretonnes, enfin, peu importe, des femmes de dos avec des... Pour moi, qu'est-ce qu'on demande au monde? Vous dites la mondialisation. C'est vrai qu'on a une chance incroyable. On vit une capacité à se déplacer, à être le témoin d'événements très lointains et de partager un certain nombre de choses qui, avant, nous étaient absolument étrangères. Ce qu'on a perdu, c'est l'étrangeté, justement.
comment est-ce que les choses nous restent étrangères, même si on est attiré, on ne peut être attiré que par les choses qui nous sont étrangères, finalement. Je me souviens, tous les grands chocs esthétiques et intellectuels que j'ai eus, c'est des choses que je ne comprenais pas, évidemment. C'est quelque chose qui ne me correspondait pas de manière évidente. Donc, et si la photo est un témoignage extrêmement puissant et prolifique du monde, il faudrait qu'elle témoigne de son étrangeté. De son étrangeté radicale. Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de l'art brut et de la disparition, en tout cas sous nos latitudes, la possibilité de faire de l'art brut, en tout cas d'artistes, de producteurs d'art brut, pour des raisons, on ne va pas revenir dessus, mais ça a à voir avec, surtout en France, la capacité qu'on a à gommer toutes les étrangetés et à gommer toute ce qui fait le sel des personnages, de ces personnages qui étaient absolument extraordinaires. J'ai une collection de photos de ces artistes, entre guillemets, c'est de l'art brut. Ils ont des têtes qui ont disparu. Vous parlez de cinéma, vous regardez Cléo de 5 à 7, le film de Varda. Regardez Paris dans les années, fin des années 50, début des années 60. C'est tellement étrange. Et pourtant, c'est familier. C'est le passé. Le passé c'est le passé proche. Moi, je suis né à la fin des années 50, ou non, au milieu des années 50. La trogne des gens est différente. La manière de s'habiller, c'est très étrange. Alors vous me direz, mais maintenant, dans la rue, il y a des gens qui sont extravagants, ils ont des plumes là, ils se baladent à poil, etc. C'est pas étrange. C'est quelque chose qui nous est ramené et qui nous... Il n'y a pas cette étrangeté fondamentale. Et je comprends très bien les calques, les flux, etc., le sampling, mais où est-ce qu'on garde cette horreur, cette différence, cette étrangeté, comment on s'adapte à ça? Et j'ai l'impression que tout le discours, moi je l'ai beaucoup vu en architecture, et c'est comment est-ce qu'on est, sous prétexte de ne pas se laisser dépasser par la vitesse de l'avancement technologique, on est porté à tout accepter. Je pense qu'il ne faut rien accepter. Je pense qu'il faut mettre tout en question. Et c'est pour ça que je disais, il y a des images qui sont tellement contradictoires ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces contradictions? Qu'est-ce qu'on en fait? Et vous parlez de la reproductibilité. Il y a quand même un paradoxe énorme sur la reproductibilité. Vous savez que tous les artistes, si un artiste veut être collectionné, il faut qu'il imite. Bon, il y en a quelques-uns qui n'imiteront jamais. Je m'excuse, j'ai un problème avec les noms depuis quelque temps. Peu importe. Il imite. Donc, il imite quelque chose qui est fait pour être diffusé, enfin, qui a été diffusé comme infiniment reproductible. Et quand vous collectionnez des séries. Enfin, des tirages limités. Donc, c'est de la photo de presse, alors. Il y a de la photo de presse. Oui, oui, j'ai vu. Elles m'ont beaucoup marqué, ces photos de presse. Je parle des photos, comment il s'appelle, le gars du Vietnam, là, qui a fait la guerre du Vietnam. Il y a également des images vernaculaires de parfaites inconnues. Mais elles ne sont pas reproduites, celles-là. Elles ne sont pas reproduites, où ça? Si, elles sont déjà elles-mêmes des reproductions. Donc, Enfin, le paradoxe que je voyais, c'est que la plupart des photos d'art, ce sont des photos qui ont arrêté ce processus de reproductibilité, puisqu'il y a des droits qu'il y a à faire, elles rentrent dans un marché, il y a des gens qui les achètent. Non. Après, c'est la question du droit d'auteur, c'est autre chose. Oui. Mais non, c'est pas droit d'auteur. Quand vous achetez une photo, c'est une photo qui a un numéro. Les tirages sont limités. Je parle de beaucoup de photos qu'on a. Je parle par exemple des photos de Valérie Jouve. Les photos de Valérie Jouve ne sont pas tirées à 300 exemplaires. Donc c'est cette espèce de contradiction qui fait que la photo est devenue... Elle n'est plus un flux, elle alimentait le flux moderne infiniment reproductible et elle est devenue quelque chose d'arrêté. Je crois que la grande difficulté, mais à laquelle on se heurte toujours, c'est que la photographie au singulier, ça n'existe pas, et que effectivement, bon, le pluriel règle peut-être pas tout à fait les choses, mais
De fait, on a évoqué à plusieurs reprises l'image de presse, l'illustration dans les livres, bref, tout ce qui est commis à être diffusé. On a parlé de la diffusion. Ça me semble tout à fait important parce que c'est de la photographie et parce que ces photographies ont de toute façon fasciné dès leur apparition tous les artistes, tous ceux qui avaient une pensée artistique. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, en gros, il y avait la nature dont on pouvait tirer des images, et puis à partir d'un certain moment, il y a eu des flux, des amoncellements, des productions d'images telles que finalement, ça s'est substitué à l'idée de nature et qu'on a commencé à travailler avec des images. Bon, ça m'a... Mais pour rebondir sur quelque chose qui serait l'impossibilité aujourd'hui d'être confronté à de l'étrangeté par les images. Ou en tout cas, pas simplement par ou en tout cas que l'image ou les images ne reconnaîtraient pas nécessairement. Moi, je fais toujours cette remarque, c'est que je suis persuadé que l'on vit des expériences qu'on ne sait pas reconnaître. Et que les images, alors au sens très large, nous aident à reconnaître les expériences qu'on vit. Parce que le quotidien, vu par les surréalistes, nous a beaucoup appris sur le quotidien, sur les petits objets, sur la magie qu'il peut y avoir dans des situations, le hasard, on l'a nommé tout à l'heure. Et si les grandes questions esthétiques de la période contemporaine, depuis la création de l'invention de la photographie, me semblent toucher justement à cette question de la diffusion, de la reproduction, on n'a pas parlé aussi de la précision avec laquelle le réel est enregistré, ce qui est quand même une chose assez étrange par nature. Tout ça constitue et formate les imaginaires. Mais ça ne les fiche pas. Et ça ne veut pas dire qu'on reproduit des images, c'est-à-dire qu'on parlait de McCullin, des photoreporters d'aujourd'hui font à la manière d'eux aussi. La reproduction et l'imitation, c'est quand même très, très différent. Donc, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on est à la fin de quelque chose, hein, vous citiez Dubois et le cinéma. Moi, je me méfie toujours un peu de la fascination qu'on peut avoir pour la mort de quelque chose. Non, je ne parlais pas de la fin, je parlais du retournement. Oui, c'est là où c'est dialectique. Voilà. Ah oui, à un moment donné où ça se retourne. Fin, oui. Mais qu'on arriverait dans les expériences artistiques liées à l'image photographique à un moment butoir où la chose se retourne. Et là, le retournement, parce qu'on parlait est-ce que tout doit finir au musée, mais là, cette expérience-là, c'est clairement, enfin moi j'ai découvert ça sur une application à la maison sur mon iPad, ça n'est pas au musée, ça. Ça, c'est pas du musée. Alors là, on est dans un lieu institutionnel, mais on pourrait imaginer de projeter à plein d'endroits et puis le regarder dans le train, chez soi, dans son salon. Donc, je pense que cette proposition-là, dont on débat, elle est pour moi hors musée. Enfin, je pense que c'est pas un objet muséal. Et je ne sais pas très bien ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est pas vraiment un objet muséal. Moi, ce qui me gêne en tant que fasciné, c'est-à-dire que dans ce qu'on a vu, j'ai eu une frustration qui était très amusante, c'est que je me rends compte à quel point le scopophile a besoin que ça s'arrête à un moment donné. C'est-à-dire que pour jouir de l'image, il faut un minimum de temps. Et là, j'avais pas assez de temps, donc c'était tout le temps ça s'en va. Et j'avais noté, il y a une expérience, un mot on utilise souvent, on dit on appelle une image. Hein, on dit ça maintenant, on appelle une image. Et j'avais l'impression que on appelait une image et puis elle répondait pas, elle repartait. Et je pense que ça reflète assez bien, en tout cas moi, la relation que j'ai avec les écrans. C'est-à-dire que les choses apparaissent et puis regardez le réflexe qu'on a. Dès que ça nous intéresse, on veut copier-coller. On veut prendre, on veut figer. C'est une expérience toujours frustrante, douloureuse, ça serait un bien grand mot, mais en tout cas, cette fuite, hein, les choses passent comme ça. Et en ce sens, je pense que la proposition-là, elle mime, en tout cas, ou elle a eu l'intelligence de mimer quelque chose avec quoi on vit. Et j'ai bien aimé l'idée de l'art des diffusions. Hein, ça, c'est... Alors, on est quand même un certain nombre ici. Peut-être on pourrait demander à ceux qui sont dans la salle s'ils ont des impressions par rapport à ce qu'ils ont vu ou des remarques par rapport à ce qu'ils ont éventuellement entendu ou pas. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai pensé que c'était une création en tant que telle et que c'était cet aspect-là qui nous était offert
faire ce soir. Alors j'ai mis un moment effectivement à rentrer dedans, à essayer de me dire à quoi ça correspond, à quoi ça fait écho en moi. Et effectivement, j'ai pensé au moteur de recherche, sauf que quand je consulte un moteur de recherche, je m'arrête là où je le souhaite, et que là, ça n'était pas ça qui nous était proposé. Mais on a très peu parlé du rapport à la musique, et là, qui m'a beaucoup interpellée, qui était là aussi très intéressant. Est-ce que, et j'ai pas compris comment techniquement c'était fabriqué et quel est le rôle des logiciels, à la fois dans le défilement de l'image. Vous avez parlé d'ordre alphabétique, mais vous n'avez pas dit d'ordre alphabétique de quoi? Ça, c'est dans la proposition de Patrick Tosani, lorsqu'il s'est promené dans les 12 000 images de la collection du CNAP. Il a choisi de retenir ensuite un principe au tout début, au tout départ, c'est-à-dire de s'intéresser, de suivre, de faire une promenade dans l'ordre alphabétique et de garder cet ordre alphabétique ensuite comme moyen de sélection pour... Des auteurs? Oui, bien sûr, oui, des noms alphabétiques par nom d'artistes ou de photographes. Pour ensuite pouvoir faire son travail de sélection de manière autre que simplement chercher peut-être à dégager les chefs-d'œuvre, les ceci, les cela, etc. Donc ça lui a permis de mettre de côté totalement cette question, ni la chronologie, ni l'importance supposée, symbolique d'une œuvre par rapport à une autre au sein de la collection, en sachant aussi peut-être, et après on donnera la parole à Pierre, parce qu'il répondra à la deuxième partie de votre question, mais juste une petite parenthèse, finalement, la collection, je crois qu'on n'utilise pas le bon terme, mais par facilité, on dit la collection du national photographique, mais c'est un fonds. Et ça, c'est quand même une différence. C'est-à-dire que autant un musée, se mettant dans la perspective d'une collection, va essayer d'arriver à une forme de cohérence historique d'un ensemble d'items, autant... comme c'est le cas pour les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, le Fonds national d'art contemporain, le FNAC, n'a jamais été conçu pour constituer cette cohérence. En revanche, être au gré et à la faveur des commissions successives, peut-être plutôt dans la posture de devoir découvrir ou pas des œuvres contemporaines, puisqu'effectivement le travail d'acquisition ne se fait que parmi les vivants déjà, et bon, pour le reste les œuvres historiques sont plutôt concernent plutôt le Musée national d'art moderne et d'autres collections, mais en tout cas voilà, avoir la liberté de ne pas forcément répondre d'une cohérence, mais l'hétérogénéité fait aussi partie du principe de recherche et de proposition, et donc de fait ce fonds est totalement incohérent. Et tant mieux, mais il est totalement incohérent. D'abord, quant à ces objets qui ont des statuts totalement différents, il y a des images de presse, il y a des images vernaculaires, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des tirages limités, il y a des tirages illimités. Enfin, bon, voilà. Donc déjà, les statuts sont très diversifiés, et puis aussi les régimes esthétiques. Voilà. Donc, mais c'était le classement alphabétique des noms d'auteurs. Bon, alors, donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était cet aspect création à partir d'un patrimoine, oui. Hein, et faire feu de tout bois ou usage de toute la diversité de ce patrimoine que représente ce fonds. Et puis alors le rapport à la musique, je me demandais comment sont utilisés les logiciels pour faire correspondre les images et la musique, et est-ce que, mais je n'ai pas cru que c'était le cas, vous me direz si je me trompe, c'est pas la musique qui appelait les images, parce qu'on pourrait imaginer ça. Hein. Pierre, tu peux répondre Non, en fait, c'était juste... alors, c'est une application qui était dans l'exposition, qui est une façon de relire la collection, c'est tout, et ce qu'elle produit, à l'origine. Bon, elle n'est pas projetée comme ça d'habitude, elle est projetée sur un beaucoup plus grand linéaire, parce que c'est 2 écrans, donc ça fabrique beaucoup plus un accrochage. Et le temps du déploiement est plus long, plus visible. Et puis après, elle jouait toute seule. Voilà. C'est-à-dire que elle a une scénarisation très simple, voilà, pour pas faire sens. Donc, dans la généalogie du projet, il y a un fonds qui a 12 000 œuvres, 12 000 photographies. Patrick en garde 1200 au début, puis 600 à la fin. Voilà. Donc on en expose 600 et puis on fabrique, parce que moi je pense que ça c'est une situation intéressante et importante, même dans le rapport au patrimoine, aux choses aujourd'hui, il y a une duplication des objets entre réel et virtuel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ces objets
qu'on a pensé comme secondaires et pourtant qu'on utilise sans arrêt et que peut-être on regarde désormais, qui nous sont les plus accessibles. Sont-ils mieux ou moins bien? Moi, je pense qu'ils sont différents, et c'est vrai que j'aime les objets. Parce que surtout sur la photographie, c'est intéressant. Parce que la photographie d'artiste, parce que les artistes fabriquent un objet qui, bizarrement, va au revers de la photographie, comme nouvelle technologie dans son époque. Ils se mettent à figer tout pour faire tableau, souvent. Quand on voit des déploiements de collections photographiques, c'est frappant qu'on voit les stratégies qui permettent de faire objet, et du coup de réduire la diffusion, mais aussi de donner une forme, et une forme figée, une valeur, à une image qui aurait pu circuler. Et ce que vous disiez, hein, pour produire de la valeur, mais de la valeur pas seulement financière aussi, pour donner de la valeur à une proposition. Bon, donc, on a ces images, et après, Patrick, effectivement, dans l'espace d'exposition, on a décidé qu'on irait de A jusqu'à Z, tout simplement parce que c'était un choix qui était montré, et pas une réflexion scientifique, qu'elle soit, mais une réflexion quand même du point de vue du regardeur ultra entraîné qu'est Patrick et de son implication dans la photographie. Voilà. Bon, là, je pense qu'il s'agit plutôt du photographique, et je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire quel est ce champ, que de la photographie. C'est une autre question. Mais après cette application, donc, qui prenait place sous la forme d'une installation dans l'exposition, elle est comme un retour sur ce voyage qu'on aurait fait, ou cette immersion dans cet espace des images. Et elle ne fait que la rejouer. Alors nous, l'exposition dans l'espace, effectivement, on l'a scénographiée de manière du fait que les images viennent au touche-touche, enfin rentrent dans cet espace. On a forcé cet espace qui n'en avait pas la place, de A jusqu'à Z, sur 2 niveaux, en rejouant et en... À la Friche Belle de Mai, il faut voilà, à la préciser, Friche peut-être à Belle de Marseille. Mai, et en faisant que ça rentre. Il y a une histoire d'architecture. Je pense que l'architecte, c'est celui qui range, finalement. Donc on a rangé les images. Et mais pour ne pas, sans volonté d'instrumentaliser justement le rapport des images, parce qu'on peut les forcer, les images, et faire montage, effectivement. C'est-à-dire produire quelque chose entre elles. Donc respecter ces espaces, et faire par contre qu'on soit quand même au milieu des images ou des photographies, ou des objets photographiques. Et l'application, elle a une scénarisation ultra simple, mais voilà, elle est en retrait par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Elle ne fait qu'accrocher tel qu'on accroche, en ligne, en colonne, au touche-touche, c'est-à-dire remplir complètement des espaces, venir se structurer. Voilà, elle a ça d'un côté, et puis après elle range de A à Z. Si elle range de A à Z, pourquoi elle ne rangerait pas de Z à A? Et puis après, du plus petit au plus grand. Et en fait, il y a ou du plus grand au plus petit, ou de façon aléatoire. Voilà. Et donc elle est tout le temps en deçà du fait de dire c'est historique, de dire c'est... Enfin voilà, elle ne fait que convoquer des propositions et les accrocher. Et elle fait la même chose qu'un accrochage, plus vite. C'est tout. Et elle amène ce temps-là. Après, pour ce qui est de la musique, moi je trouve que c'était... Enfin, ça, il faut demander aux musiciens s'ils sont pas partis. Mais c'est... Effectivement, ils sont venus... Et moi, je pense que ces objets, désormais, et ça, je pense, ça, c'est des objets... Je ne sais pas s'ils sont nouveaux, parce que en tout cas, c'est des situations intéressantes qui sont plus partagées, mais le cabinet de musique, finalement, c'est un objet qui existe depuis très longtemps, dans lequel on organisait qu'un mécène, je ne sais pas quoi, un esthète, souhaitait produire un espace dans lequel puisse se produire autre chose. Voilà. Je pense qu'on a produit un espace comme ça. Et moi, je remercie vraiment Zombie Zombie d'avoir produit cette musique à l'intérieur de cet espace, de ces images, disons, ou de cet espace-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, c'était plus pour parler d'une application qui consiste en fait à envoyer par téléphone une image et à décider par avance du temps de visionnage qu'aura la personne qui recevra l'image. Et ça va vraiment dans cette idée de la disparition de l'image et de la question de sa disponibilité. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Je trouvais ça intéressant parce que finalement, ça déjoue l'instinct de conservation que l'on peut avoir face à une image. Et je voulais savoir si ça vous avait inspiré. Oui, bien sûr. Enfin, pas seulement ça. Je crois qu'effectivement, nous entretenons des rapports de plus en plus sophistiqués avec les images. Et par exemple, cela. De toute façon,
Voilà, il y a des images qui sont pérennes. Elles sont en partie dans les musées. Moi, j'aime beaucoup que d'autres collectionnent pour moi et que je puisse aller le voir. Voilà, et décident de la valeur. Et ça, je trouve ça très bien. Une chose que je n'ai pas à faire. Et dont je suis assuré qu'elle se fasse, que notre collectif fabrique ça pour moi. Parce qu'effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, cette collection nous appartient. Alors, par contre, c'est à nous de la scénariser, pour la faire sortir, pour la diffuser. Ce que je trouve remarquable dans cette expérience, c'est que le CNAP propose à Patrick Tosani d'avoir une carte blanche et de pouvoir choisir. Voilà. Alors après, je pense que cet acte de choisir... Mais alors c'est bien que Patrick puisse le faire, justement, pour nous. Enfin, pour nous comme représentants de chacun d'entre nous, d'une certaine manière. Après, ces gestes-là sont commis par nous tous. C'est-à-dire que c'est vrai que désormais, je regarde les photographies au travers des écrans. Bientôt, je ne verrai plus les écrans. Pour l'instant, je vois les écrans. Mais c'est évident quand il y a un entraînement qui fait que des choses s'effacent. Le seuil des bâtiments, on les marque, on les fait disparaître. Voilà, les passages se... Et puis, il y a un entraînement qui fait que... Enfin, moi, par exemple, je m'étonne qu'on n'ait pas peur quand on fait le noir dans cette salle. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait préalablement pour qu'on puisse vivre au cinéma dans une sorte d'expérience esthétique ultra-violente, et qu'en même temps, on accepte d'y venir. On est dans un moment d'extrême insécurité. N'importe qui pourrait venir de derrière nous, on se met au premier rang. Bon, c'est un enfer, faites gaffe. Donc ça veut dire qu'on a accepté des préalables. Ces préalables, on est sur les images et la gestion des images au travers des écrans, même la réception de ça, qui ne supprime pas le rapport au monde et au rapport aux images uniques, définies, enfin matérielles. Et c'est juste une nouvelle matérialité, et nous sommes en train de scénariser ces rapports aux images. Alors, cette nouvelle scénarisation, ce qui est intéressant, c'est que nous en sommes, comme il était dit tout à l'heure, producteurs, nous-mêmes. Nous en voyons certaines, enfin nous en voyons plein, mais nous sommes nous-mêmes producteurs de ces images. Nous en voyons certaines, mais nous-mêmes nous en diffusons. Nous en voyons certaines, nous en collectionnons certaines. Et nous-mêmes, nous nous en souvenons ou nous en rêvons. Et du coup, on est pris dans un temps nouveau qui est celui de la culture. Et je pense qu'il y a quand même... S'il y a quand même des choses qui sont en train de se produire, c'est qu'il y a un nouvel espace qui est quand même un espace de la culture et de la culture partagée. Voilà, et auquel nous serions contributeurs. Effectivement, des musiciens peuvent venir produire de la musique devant nous, qu'ils augmenteront, qu'ils rejoueront. Elle sera enregistrée et rediffusée ce soir. Enfin, voilà. Il y a quand même une nouvelle mécanique d'échange, une nouvelle économie des images, des sons, de la culture, des architectures, de nos propositions dans une société démocratique et ouverte, qui fait, et ça en participe et ça en est le moteur, qui fait qu'effectivement il faut accepter le fait que chacun le fasse et le fait que certaines propositions nous plaisent plus, et aussi je pense qu'on est obligé de revenir vers l'arrière, d'aimer des choses, enfin de ne pas oublier, et en même temps d'anticiper. Et nous tous pouvons le faire. Alors ça, c'est très problématique, parce que c'est très anxiogène finalement, parce que c'est pourquoi ce serait mieux, moins bien, tout ça. Et ça ne veut pas dire et que les autres le fassent ne nous abîme pas. C'est ça qui finalement nous aiderait. Je sais pas comment dire. Alors après, c'est effectivement tous ces nouveaux scénarios d'usage des images, moi m'intéressent. Effectivement, le fait que... Alors, il y a même des scénarios très problématiques, enfin, en tout cas, qui sont problématiques pour l'instant. Je me rappelle d'être allé voir pour l'exposition d'un de mes artistes préférés, Roscoe à Beaubourg, et je fais une photographie dans l'exposition, j'ai pas le droit. Je l'envoie à un ami. Et cet ami est comment ça s'appelle ? Un gardien vient me voir, il me dit, il faut que vous effaciez votre photo. J'efface ma photo, et mon ami me la renvoie, il me dit, la voilà en meilleure définition. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Et après, qu'est-ce que les gens font quand ils photographient des images dans les musées ? Ça aussi, je trouve que c'est très intéressant. Finalement, ils ne font peut-être que ce à quoi servaient les musées à l'origine, c'est-à-dire recopier. Ils servaient théoriquement à faire qu'on copie. Alors bien sûr, le temps de la copie s'est accéléré. Alors même, il a disparu. Et il servait aussi à faire que ça diffuse, et que ça diffuse pour produire autre chose. Et comme étant une sorte de ferment très important pour nous tous, et qui nous permettrait d'échapper à la barbarie, enfin en tout cas de construire une société plus élaborée. On est dans cette élaboration, et ça ne veut pas dire que... Moi je ne crois pas que le problème c'est... Je ne crois pas qu'il y ait une disparition de l'étrangeté. Je crois que l'étrangeté, nous cherchons de l'étrangeté. Je pense que la question fondamentale qu'on se pose,
Je crois que l'humain se pose une seule question. Enfin, moi, je pense qu'il y a un moteur qui est le moteur de recherche, finalement, qui est de se dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça... Voilà, et auquel on n'arrive pas à répondre. Et enfin, c'est quelque chose qui nous entretient dans le rapport aux œuvres. Et des fois, on rencontre des choses, aux œuvres, au monde, des moments où quelque chose nous ressemble ou nous parle. Et tout n'est pas chef-d'œuvre, et tout n'est pas chef-d'œuvre pour tout le monde, et tout n'est pas... Et à la fois, il y a ces flux, il faut produire, et en même temps, des fois, on rencontre. Voilà. Merci. Et en vous écoutant, je pense aux artistes, et ils sont un certain nombre qui travaillent avec les moteurs de recherche en s'amusant d'une manière très olympienne, en tapant, par exemple, le nom d'une personnalité célèbre, et puis en regardant toutes les images qui sortent, et vous avez des tas de gens totalement anonymes qui sont des homonymes. Et bon, là, le jeu, on n'a pas tellement parlé du jeu, mais le jeu est permanent. Et je pense qu'il y a une dimension ludique aussi dans tout ça. Et juste une précision très factuelle, mais moi qui est la première chose qui m'a marqué quand j'ai découvert l'application, et à laquelle je ne m'attendais pas, surtout par rapport à l'idée d'un peu de l'alias, c'est le respect de l'homothétie. Oui. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on voit quand même le respect de l'original, et, et du coup, ça fabrique des mosaïques improbables, hein, avec des tesselles qui sont de... Je ne voudrais pas être trop long parce que je sais qu'on va devoir clore. Dominique Lion, est-ce que ça vous a inspiré les propos de Pierre Giner sur la manière dont ils ont travaillé avec Patrick? Oui, bien sûr, moi j'ai beaucoup de sympathie et d'intérêt pour ça. Je veux pas. On me demande de réagir, je ne peux pas. De toute manière, je suis contre beaucoup de choses. Enfin, je m'interroge sur beaucoup de choses. Je suis peut-être. J'ai peut-être un caractère difficile, mais je voudrais revenir sur l'Oulipo, je voudrais revenir sur classer, vous avez dit, ça m'intéresse de dire, un architecte c'est quelqu'un qui classe, vous avez dit ça tout à l'heure, qui range, je trouve ça formidable. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien à ranger, ou plutôt il n'y a plus de cases pour ranger les choses. Mais vous le savez, on le sait tous, les choses ne rentrent plus dans les cases, il n'y a plus d'académie, le beau, le grand, le correct, etc. Bon. Et les architectes sont spécialistes pour déranger maintenant, plutôt qu'autre chose. Mais ça me faisait penser, et puis quand vous avez parlé de l'Oulipo, ça me faisait penser quand même à Pérec, vous savez, qui écrit sur comment ranger sa bibliothèque. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Pérec, c'est qu'il a un projet. Ce projet est toujours poétique. Il n'arrive évidemment pas, il n'y a pas de méthode pour ranger sa bibliothèque, comme vous dites. Chacun a sa méthode pour ranger la bibliothèque. Je pensais à ces grandes répétitions, à Queneau, les exercices de style de Queneau sur cette situation idiote qu'il va écrire 100 fois, je crois, sous 100 styles différents. J'aime beaucoup Queneau. Où il y a beaucoup de répétitions toujours chez Queneau. Pour moi, ce sont des projets qui sont... J'adhère plus à ces projets. Quand on parlait de l'Oulipo, je ne vois pas l'Oulipo dans le fait de mettre... je ne vois pas le rapport entre l'Oulipo et ça. Donc, j'ai très peur de la culture, moi, justement. Je fais confiance à l'art pour toujours renouveler des concepts, même si c'est une idée, le renouvellement est une idée purement moderne. On avait dit tout à l'heure, mettre une photo sur un cadre, c'est la vision moderne. Je suis tout à fait d'accord. On est passé à autre chose. Mais il y a quand même quelque chose, moi, qui me trouble dans tout ça, c'est que j'ai du mal à voir le projet, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que le concept de culture. J'ai toujours du mal avec les institutions culturelles. Voilà. J'ai du mal avec la circulation, l'éternelle circulation des choses. C'est des choses auxquelles je ne crois pas. C'est pas du tout que j'ai envie de ralentir. J'ai envie de ralentir rien du tout. C'est pas mon problème. J'adore la publicité, j'adore voyager, j'adore les villes, j'adore tout ça. Mais est-ce que ça doit être classé? Est-ce que ça doit être rapproché du domaine de la culture? Est-ce que ça doit être rapproché du domaine de l'art? Moi, très franchement, je ne le pense pas. Les artistes peuvent s'en servir. Mais dans nos discours et dans la manière dont on considère tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une manière d'apprivoiser toute cette violence, toute cette vulgarité, toute cette étrangeté, justement, par le biais de la culture. Alors que la culture avant, c'était au contraire la culture. L'art servait au contraire à figer les choses, à les ralentir. Voilà. Donc je pense que c'est une chose qui est très... Oh, moi, je suis très frappé par le fait que Duchamp ait mis 8 ans à faire Étant donné. C'est une manière de... C'est peut-être un des artistes les plus importants du siècle. C'est pas quelqu'un qui a accéléré les choses. C'est quelqu'un qui, au contraire, les a ramenés vers... Mais à la limite, ce sont d'autres types de discussions. Je dis simplement que le flux
la superposition des choses, la répétition des choses, le hasard, le fait dont on sert de hasard, doit rentrer dans un projet, dans des projets peut-être, dont en tout cas, je n'ai pas de jugement à faire, mais disons que j'apprécie ces idées, ces moyens, dans des projets que j'arrive à saisir. Voilà, peut-être que ce que vous faites m'est un peu étranger, mais les notions de hasard, bon, ça m'intéresse beaucoup. Que ce soit Duchamp, que ce soit Merce Cunningham, que ce soit d'autres gens, ou John Cage, ça m'intéresse. C'est quelque chose de très puissant. Voilà. Mais ça doit déstabiliser, puisqu'on est habitué à ranger, justement, à classer, à avoir une pensée organisée pour pouvoir produire des choses et pouvoir assurer notre vie quotidienne. Dès l'instant où le hasard arrive, on est un peu dérouté. Et on attend d'un artiste qui mette au point des systèmes qui baptisent un discours, un artiste, un architecte, etc. Et la notion de hasard est très difficile, à mon sens, à mettre en œuvre. Mais même dans le sampling, le sampling, c'est pas n'importe quoi, c'est des mises bout à bout de musique qui correspondent, comme de la composition. Finalement, je suis pas musicien, mais j'imagine que c'est un peu comme ça. J'ai fait beaucoup de musique avec des bandes magnétiques. On essaie de trouver des sons qui arrivent, puis il y a une espèce de formalisation de tout ça qui n'a pas grand-chose à voir avec le hasard. C'est plus des rapprochements. Eh bien, c'est ce rapprochement qui va malheureusement nous séparer, puisque je crois qu'on a un petit peu dépassé. Et en tout cas, merci beaucoup à Pierre Giner pour tous les propos qu'il a pu tenir à l'appui de la projection sonore de ce soir. Merci à nos hôtes. Et puis, alors, je crois que d'autres soirées suivront, mais on sera informé par voie électronique et probablement peut-être papier.